Loïs, donc bonjour à tous. Julie Roussel, donc effectivement, je suis chef de projet adaptation au changement climatique à l'Agence d'écologie urbaine de la direction des espaces verts et de l'environnement de la ville de Paris. Euh, Moi, je voulais aussi donc en profiter pour remercier l'OID qui, à mon sens, offre la possibilité justement de pouvoir réfléchir en fait, offre un espace en fait de réflexion sur les questions d'adaptation au changement climatique, hein, qui m'intéressent tout particulièrement, et ce avec souvent effectivement des experts de très haut niveau, et qui sont surtout issus de mondes et de disciplines complètement différentes. Et je trouve que voilà, c'est en ça, je trouve que l'OID nous permet de faire des rencontres vraiment très intéressantes. Et par ailleurs, l'OID crée aussi donc des outils absolument remarquables, comme celui qui va vous être présenté, l'outil Batadaps, et je laisserai Sakina vous en parler davantage. Mais il y a aussi voilà ce côté très concret, et cette possibilité d'offrir des outils qui servent dans la vie de tous les jours, et qui permettent de donner un petit peu de sens et de donner à voir un petit peu ce que signifie finalement le changement climatique, comment on s'y adapte. Et donc voilà, je trouve que c'est très important de le souligner. Et je remercie l'OID pour tout le travail qui est accompli. Sur la question, donc Loïs, tu as d'ores et déjà bien annoncé et bien introduit la ville de Paris, c'est très gentil. Moi, je voulais revenir un petit peu sur quelques petits points de contexte pour expliquer un petit peu qu'en fait, l'adaptation au changement climatique, c'est une question qui intéresse la ville de Paris depuis plusieurs années déjà, hein. En réalité, depuis 2007, dans son premier plan climat, la ville de Paris commence d'ores et déjà à parler adaptation au changement climatique. Et puis elle remet l'adaptation évidemment à l'agenda de son plan climat de 2012. Et en fait, suite à un diagnostic sur les vulnérabilités et les robustesses du territoire parisien, à la fois face au changement climatique, mais également face à la raréfaction des ressources, la ville de Paris arrive à sortir un document qui s'appelle donc la stratégie d'adaptation de la ville de Paris face au changement climatique. Donc, elle fait voter à l'unanimité au Conseil de Paris en 2015. Et cette stratégie, finalement, elle organise un petit peu l'action municipale de la même façon que le plan climat, hein, autour donc de plusieurs piliers qui sont inscrits sur la slide, et effectivement qui concernent à la fois la protection des Parisiens face aux événements climatiques un petit peu extrêmes. Mais alors, quand on parle d'événements climatiques extrêmes, on prend en compte aussi la question des nouvelles maladies, et notamment des zoonoses, hein, pas forcément. Alors, je parle pas forcément de la crise du Covid, c'est évidemment pas quelque chose qu'on avait anticipé d'ores et déjà en 2015, mais en tout cas, ces questions font déjà partie de la strate d'adaptation de 2015. Et puis, il y a évidemment la question de l'approvisionnement en alimentation, en énergie, et puis, enfin voilà, toutes ces questions de comment est-ce que le territoire continue finalement de poursuivre ces activités, et de comment est-ce qu'on fait pour continuer à nourrir les habitants. Et puis, évidemment, deux autres axes qui concernent plutôt donc le changement, enfin l'aménagement durable. Comment est-ce qu'on fait pour aménager la ville, et donc évidemment la question du cadre bâti est là très 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 importante et même primordiale. Je pense au confort d'été, mais pas seulement en réalité, hein. Toute la question énergétique évidemment est soulevée à travers cet axe de travail. Mais voilà, comment est-ce qu'on fait pour changer nos pratiques? Donc ça nécessite aussi une adaptation justement des services de la ville de Paris. Et puis tout cela s'accompagne évidemment
d'outils qui permettent justement d'accompagner les Parisiens, les Parisiennes ou l'ensemble en fait des acteurs du territoire parisien vers de nouveaux modes de vie. Comment est-ce qu'on fait justement pour changer nos habitudes, changer nos routines? Comment est-ce qu'on fait pour renforcer la solidarité sur le territoire entre les différents acteurs? Et donc voilà, l'idée, c'est bien celle-ci, c'est comment est-ce qu'on continue à s'adapter au changement climatique. Euh, et, euh, et voilà, donc on a une action, nous, dans la strate et d'adaptation et dans le plan climat qui consiste à créer un référentiel du bâtiment durable et adapté. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a travaillé avec l'OID, qui a quand même donc évidemment fait l'essentiel du travail, mais qui va vous présenter aujourd'hui justement l'outil Batadapt, qui est une plateforme qui est très, très opérationnelle et interactive. Et je vais laisser la parole à Sakina. Merci Julie. Alors, je vais partager mon écran parce que j'ai plusieurs supports différents. Merci. Normalement, tu as la main, là, Sakina. Super. Et pour la question au nombre de participants, nous sommes actuellement 250 et le nombre 248, 247, 248. À toi, Sakina. Ok, merci. Intervention. Merci beaucoup. Du coup, je vais vous présenter l'outil Batadapt, qui est donc sur l'adaptation des bâtiments au changement climatique. Alors tout d'abord, pour replacer un peu les choses dans leur contexte, je vais vous parler de la place de l'adaptation dans la résilience et donc des différents éléments de langage que je vais utiliser tout au long de cette présentation et qui sont utilisés justement dans cet outil. Dans les crises, durant les crises, on sait qu'il y a trois parties. Il y a la partie avant la crise, la partie pendant la crise, la partie après la crise. Donc ça, c'est pour les crises qui ont lieu une fois, qui ne sont pas récurrentes et qui ne sont pas délétères. C'est-à-dire pas des changements qui vont être progressifs et qui vont durer sur le temps et qui ne vont pas avoir de retour en arrière. Donc dans une crise ponctuelle, on a la prévention et ce qui permet c'est la partie qui permet justement en amont de la crise de faire en sorte d'atténuer la crise qui va arriver. Donc il y a l'atténuation aussi, qui permet de diminuer le risque de crise, et l'adaptation, qui permet de diminuer la sensibilité du système à la crise. Ensuite, il y a la gestion de crise, la manière dont on va être capable de gérer la crise. Et après, en aval de la crise, il y a la reconstruction pour amoindrir les dégâts qui ont été causés par la crise et les apprentissages pour éviter les répétitions de crise, ce qui va avoir des processus itératifs avec l'adaptation, si on a plusieurs crises. Et puis, il y a la sortie de crise. Donc, en amont de la crise, ce qu'on est capable d'évaluer, c'est la vulnérabilité, qui va du coup dépendre à la fois du risque et de la sensibilité du système. Et en aval de la crise, ce qu'on est capable d'évaluer, c'est la résilience. Ça va être le système, ça va être évalué par rapport au système en sortie de crise, à quoi il ressemble, dans quel état il est, et à la fois aussi avec les apprentissages qu'on en a tirés et la capacité de reconstruction qui a été mise en place. Nous, à l'OID, on a un programme qui s'appelle Territoire résilient, justement. Et dans ce programme, on a plusieurs volets. On a un volet MOOC, donc c'est sur la biodiversité et le bâtiment. Et donc, c'est une introduction à comment on est capable de préserver la biodiversité dans le bâtiment et comment est-ce qu'on voit les nouvelles opportunités à travers tout ça, avec des témoignages d'experts, etc. On a un programme qui s'appelle Inclivati, qui est un programme de recherche qui propose un indice de vulnérabilité des bâtiments pour pouvoir à la fois analyser la vulnérabilité du bâtiment au regard du bâtiment lui-même et au regard de son territoire, donc avec des paramètres extrinsèques. Et on a aussi donc Batadapt, le programme dont justement je vais vous parler et qu'on va découvrir tout de suite. Alors, les objectifs pour commencer du programme Batadapt. Les objectifs, c'était de donner un cadre de compréhension commun dans le secteur de l'immobilier à l'enjeu d'adaptation au changement climatique, pour faire en sorte que tout le monde sache de quoi on parle et qu'on parle des mêmes choses. Le deuxième objectif, c'était de permettre à tous les acteurs de l'immobilier, mais pas seulement aux acteurs de l'immobilier, aussi à toutes les personnes qui en ont besoin, donc c'est un outil qui est public,
de réaliser une initiation d'analyse de la vulnérabilité des bâtiments. Ensuite, un autre objectif, c'est au regard de cette initiation d'analyse du risque en fait auquel les bâtiments sont soumis et de la vulnérabilité, comment on collecte les bonnes pratiques d'adaptation des bâtiments et comment on émet des propositions générales qui favorisent l'adaptation du secteur du bâtiment et qui ne sont pas en désaccord avec l'atténuation, par exemple. Ensuite, donc comment est-ce qu'on a mis tous ces objectifs en place en créant un outil open source pédagogique de cartographie. Ça, c'est la première partie. Et en accompagnant cet outil que je vais vous montrer juste après par un guide sur les actions adaptatives. On a tout au long du développement de ces outils mis en place des comités de pilotage qui ont réuni des scientifiques et des experts sur différentes thématiques en fait, puisqu'on a des experts qui sont vraiment experts dans le domaine du bâtiment, puis on a des experts qui sont beaucoup plus experts dans le domaine du changement climatique, et puis on a fait en sorte de les réunir avec des groupes de travail ou avec des comités régulièrement pour les consulter sur leurs thématiques sur lesquelles ils ont une expertise. Alors, quand on veut faire un outil d'adaptation au changement climatique, les premières questions qu'on se pose, ou alors qu'on s'est posées, en tout cas ici, c'est on s'adapte, oui, mais à quoi? Il y a différentes choses auxquelles on va s'adapter, puis il y a différentes choses qui vont être différentes. Il y a les aléas climatiques qui sont multiples, donc on a différents types d'événements climatiques qui vont avoir un impact sur le secteur immobilier. On a les zones qui vont être complètement variables. Et donc, selon les différentes zones dans lesquelles on se situe, on ne va pas être touché par les aléas climatiques, les différents aléas climatiques de la même façon. Et puis, on a les scénarios possibles dans le futur qui vont être complètement variables, qui vont dépendre, bien sûr, des politiques mises en place maintenant. Tout ça, ça va avoir un impact sur le risque climatique. Donc, pour réaliser l'analyse du risque climatique, étant donné qu'on a ces trois paramètres-là, ça va être principalement, ça va être sur l'emplacement du bâtiment que ça va jouer. Ensuite, par où on commence pour se mettre à adapter son bâtiment au changement climatique? Il faut savoir que les choix de construction, ils sont variables. Les équipements, c'est pas les mêmes. Les occupations, c'est pas les mêmes selon les bâtiments. Donc là, pour se demander où est-ce qu'on commence, il faut caractériser l'analyse, enfin caractériser la sensibilité du bâtiment. Et pour ça, du coup, on va faire cette analyse qui va dépendre des différentes caractéristiques du bâtiment lui-même. Alors, pour commencer sur les aléas climatiques et les choix qu'on a effectués dans cet outil. Ce graphique-là, c'est un graphique qui est issu de l'étude prospective sur les impacts du changement climatique pour le bâtiment à l'horizon 2030 à 2050, qui a été commandé par l'ADEME et qui est sorti en 2015. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux axes. Un qui est sur la priorité d'action pour le bâtiment et un qui est sur les évolutions climatiques et les aléas qui vont être induits. On a du coup choisi des aléas parmi ceux-ci, mais on a commencé, et c'est une première version, on a commencé par, enfin on n'a pas commencé justement par les aléas qui sont à enjeu plus modéré. On a aussi évité de commencer par les aléas avec une faible priorité d'action dans le bâtiment, et on avait certains aléas où on avait des données non suffisantes. Et donc on s'est consacré pour le début, pour commencer, sur les aléas vagues de chaleur, sécheresse, inondations, et sur le dernier aléa qui concerne les submersions marines. Quel est l'impact des aléas sur le bâtiment? Alors, on va passer vite là-dessus, parce que vous le verrez aussi dans l'outil. Mais les impacts, par exemple, pour les vagues de chaleur, on l'a vu avec les canicules ces dernières années, il y a le confort thermique qui est dégradé, les impacts sanitaires qui vont être très importants, une augmentation des besoins en énergie dans certains cas s'il y a des utilisations énergétiques particulières, un dysfonctionnement des équipements, etc. Pour les sécheresses, ça va jouer à la fois dans des zones où on a des terres particulièrement argileuses, sur le fait qu'il y aura des retraits et gonflements des argiles au moment des sécheresses. Et ça va causer des fissures sur les façades et sur les éléments jointifs. Ça va causer aussi dans les réseaux enterrés des fuites et des ruptures. Ça peut causer également des problèmes de sécurité pour les usagers. Et d'un autre côté, les sécheresses font qu'on a souvent des limitations de réserves en eau et ça peut causer sur les espaces verts des dégradations de la biodiversité.
Les inondations, ça va être ce qu'on a l'habitude de voir dans les inondations de manière générale. Le fait qu'il y ait une incursion d'eau dans le bâtiment cause une atteinte à la sécurité des personnes. Et puis, tout cela induit des perturbations ou des arrêts d'utilisation des bâtiments. C'est amplifié par les sécheresses qui précèdent, parce que si on a des sécheresses, on a un sol qui va être plus compact et donc moins d'absorption des eaux à la suite d'inondations par les terres. Donc, on s'est concentré sur ces différents aléas climatiques. Vous avez un aperçu là, et vous allez le voir plus en détail après, de différentes cartes sur les différents aléas. Donc, l'aléa vague de chaleur en haut à droite, on le voit en 2090, qui est très important et de manière généralisée sur le territoire. Pareil, l'aléa sécheresse en 2090 et sur les inondations, sur le retrait et gonflement des argiles, on a pris l'aléa en 2020 parce que les aléas sont pas prospectives, les données sont pas prospectives pour le moment. Pareil pour les inondations et pour les submersions marines en 2020. Donc, pour le scénario pessimiste, on voit qu'on est à 8 degrés de température. Ce qu'on fait à l'heure actuelle, c'est qu'on est déjà à une augmentation des températures de plus 1,8 degrés observée en France depuis le début du XXe siècle. Donc, l'observation date de 2010-2019. On sait aussi que la surface annuelle touchée par la sécheresse, elle a doublé entre les périodes qui se déroulaient avant 1990 et les périodes qu'on a maintenant, depuis 1990. Et 10 000, c'est le nombre d'Européens qui sont soumis au risque de submersion marine en plus chaque année. On est sur la période où on n'est pas encore, où c'est pas encore marqué sur quel scénario on a, mais on sait que les tendances aux émissions, elles dépendent des choix politiques qui sont réalisés sur le long terme. Or, à l'heure actuelle, d'après des études qui sont réalisées dans la littérature scientifique, on est sur des choix politiques qui, pour l'instant, nous dirigent vers le scénario 8. De la même manière, dans les modèles, les boucles de rétroaction négative, elles ne sont pas prises en compte, pas toutes. Et du coup, on risque aussi d'avoir des boucles de rétroaction négative qui augmentent encore plus le changement de température dans les années à venir. Donc, par principe de précaution, dans cet outil, et pour l'intégralité des données prospectives qu'on a, on a choisi le scénario 8.5. Pour l'analyse de la sensibilité du bâtiment, donc ça dépend des choix de construction, d'équipement et des occupations du bâtiment, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On a classé les différentes caractéristiques du bâtiment selon des zones du bâtiment différentes. Donc la toiture, la façade, l'espace intérieur, l'occupation, le rez-de-chaussée, le sous-sol, fondation et espace extérieur. Et on a une sensibilité en fonction de ces différentes caractéristiques sur les vagues de chaleur, les sécheresses et les inondations. Pour faire l'analyse croisée, on va donc s'appuyer sur à la fois l'analyse du risque climatique, qu'on a vu tout à l'heure et qui dépend de l'emplacement du bâtiment, et à la fois l'analyse de la sensibilité du bâtiment, et qui dépend, elle, des caractéristiques du bâtiment. Et en fonction de ça, on a réalisé une analyse croisée, et derrière, on classe ça en un risque qui va de 1 à 5. Enfin, pas un risque, une vulnérabilité qui va de 1 à 5. On va regarder la vidéo de cet outil, parce que je pense que vous avez envie de voir l'outil en live. Je dois repartager l'écran sur mon écran total. Voilà. Donc, voici la vidéo. Donc, le site, c'est taloen.fr. Ensuite, quand vous arrivez sur taloen.fr, vous avez des volets et vous pouvez cliquer sur le volet pour pouvoir accéder à l'outil directement. Vous arrivez directement sur la partie cartographie avec les différents risques, les différents aléas, vagues de chaleur, sécheresse, retrait gonflement des argiles, tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous avez le nombre de jours qui est l'indicateur qui est utilisé pour les vagues de chaleur, c'est le nombre de jours dont la température maximale est supérieure à 5 degrés à la normale pendant au moins 5 jours consécutifs. Et là, vous avez les différentes, la projection temporelle avec les différentes données entre 2020 et 2090. Les sécheresses, c'est pareil, vous avez un indicateur qui est la probabilité de rencontrer une sécheresse d'une durée de retour à la normale des sols supérieure à 25 ans, donc celle qui affecte les bâtiments, et vous avez les données sur les différentes années.
Ensuite, on voit le retrait et gonflement des argiles. Le retrait et gonflement des argiles, c'est les zones donc en rouge où l'aléa, le risque d'avoir des argiles qui se rétractent et qui gonflent est fort. Et donc, c'est à ces endroits-là que les sécheresses vont justement être très impactantes pour le bâtiment et avoir des impacts. Ensuite, on a les inondations avec les aléas de remontée des nappes. Donc, un petit zoom sur Orléans, par exemple, avec des zones qui sont sujettes aux inondations de caves, d'autres aux inondations de rez-de-chaussée, puis d'autres qui ne sont pas sujettes particulièrement aux inondations. Et les débordements des cours d'eau avec une légende qui va apparaître tout de suite, avec des risques d'inondation de débordement des cours d'eau qui est fait, moyen, moyen plus, fort, très fort, etc. Vous avez ensuite l'aléa submersion marine avec les hauteurs d'eau. Donc là, on va zoomer sur une côte, puisque ça va être l'endroit où on va pouvoir voir les aléas. Et donc, vous avez des risques de niveau d'eau qui sont plus ou moins importants. Et en cliquant sur les différentes zones, vous pouvez avoir directement le risque la hauteur de niveau d'eau qui correspond au risque dans votre zone. Ensuite, vous avez un indicateur de recul lié à l'érosion côtière. Cet indicateur de recul, il est de 1 à 8 et il caractérise l'importance du recul du littoral sur les dernières années. Ensuite, il y a un risque combiné. Ce risque combiné, il correspond au risque maximal de chacun des aléas qu'on a caractérisés au début. Et donc, on prend le pire risque qui soit dans les zones correspondantes. Et là, on voit bien, par exemple, qu'à la fin, on a un risque assez fort dans à peu près toutes les zones, ce qui correspond en fait aux vagues de chaleur et aux sécheresses qui se sont beaucoup amplifiées. Ensuite, vous avez la possibilité d'entrer une adresse dans votre bâtiment. Alors, j'ai pris une adresse totalement au hasard. J'ai pris une adresse. Du coup, si vous habitez à cet endroit-là, c'est pas parce que je vous ai traqué. C'est vraiment une adresse que j'ai prise au hasard. Pourquoi? Voilà. Je vais avancer un peu. Donc, on peut mettre aussi bien la ville qu'une adresse précise. Et donc, quand vous avez l'adresse qui apparaît, vous avez à droite les caractéristiques du bâtiment qui apparaissent. Et donc là, vous pouvez remplir les différentes caractéristiques du bâtiment. Vous avez du coup, par exemple, les types de façades, le type de protection solaire, le type de matériaux de la façade, d'isolation, etc. Donc là, je vous laisserai voir. J'ai choisi des caractéristiques là qui sont assez positives et qui du coup nous permettent d'avoir un tableau relativement vert à droite. Ce qu'on voit donc dans une fois qu'on a cliqué sur synthèse, c'est qu'on a cette modale qui apparaît et on a à gauche le risque d'exposition climatique actuelle avec les différents risques qui correspondent à ce qu'on a actuellement et une évolution temporelle pour les aléas pour lesquels on a des projections. Donc l'aléa vague de chaleur et l'aléa sécheresse. À droite, on a le profil de sensibilité du bâtiment. Alors là, j'avais pris des caractéristiques très positives, donc en fait, avec de la végétalisation, beaucoup d'espaces verts, etc. Et donc, on a du vert principalement. Ici, on a plusieurs... je vais revenir juste un peu en arrière. Ici, on a plusieurs aléas et on a l'analyse croisée. Sur l'analyse croisée, vous voyez qu'on reprend l'exposition qui correspond du coup à ce que vous voyez à gauche, le risque d'exposition climatique, et la sensibilité qui correspond à la sensibilité du bâtiment. Et donc, sur les différents aléas, on a un risque croisé qui va s'échelonner de 1 à 5. Sur les différents aléas, vous avez la possibilité de rediriger directement sur les fiches aléas que l'on publie régulièrement et dont on parlera juste après, et qui précisent un peu les aléas avec les différentes définitions et les différents risques et les principaux moyens d'adaptation. Je vais passer vite sur la suite. Ah si, autre chose que je voulais vous montrer. Hop. Voilà, là, ici, vous pouvez télécharger la documentation du bâtiment. Ça va vous générer un PDF automatiquement. Et ce PDF, il correspond à
une documentation spécialement pour votre bâtiment. Donc, c'est le PDF, par exemple, que vous voyez ici, avec le récapitulatif du profil de risque d'exposition climatique, et puis le récapitulatif de votre profil de sensibilité, avec toutes les questions auxquelles vous avez répondu en détail, et les sensibilités qui sont récapitulées à la fin, et votre analyse croisée récapitulée également. Voilà, donc on va reprendre le PowerPoint, et on va parler maintenant des outils qui accompagnent cette cartographie. Il y a d'abord les 4 fiches aléas dont je vous ai parlé, sur les différents aléas climatiques. Le guide des actions adaptatives techniques et organisationnelles. Donc ça va être sur chacune des zones du bâtiment, on va prendre les différentes actions adaptatives et on va faire un guide technique pour accompagner ça. Et on va l'illustrer par des cas pratiques. Alors là, je m'adresse particulièrement à des personnes qui ont testé des solutions, qui ont mis en place des solutions sur leur bâtiment. On est très preneur et on va faire un appel à projet directement, un appel à contribution directement auprès de vous pour justement illustrer ces fiches, enfin, ces guides d'action adaptative directement de vos cas pratiques. Et on va accompagner cette cartographie d'un référentiel détaillé pour que vous puissiez l'utiliser par vous-même en connaissant la manière dont les données ont été traitées, etc. Pour les prochaines étapes de l'outil Adapt, on prévoit d'ajouter des aléas climatiques. Donc, c'est une première étape qui a été réalisée là et on souhaite aller beaucoup plus loin en intégrant de plus en plus de données. Donc là, je vous ai mis quelques exemples d'aléas climatiques qu'on va ajouter et des fonctionnalités nouvelles pour les professionnels, comme par exemple le fait de pouvoir afficher plusieurs bâtiments à la fois. Ensuite, on complète tout ça par le programme Inclibati de recherche dont je vous ai parlé au début et qui montre comment la résilience du bâtiment, elle s'inscrit, enfin qui fait une recherche sur comment la résilience du bâtiment, elle s'inscrit dans une dynamique territoriale. Comment participer à tout ça avec nous? D'abord, venez en groupe de travail où tous les différents acteurs du projet, qui sont déjà venus d'ailleurs, beaucoup de membres de l'OID et des scientifiques, venaient faire des retours soit par groupe de travail ou soit par email. Et ensuite, je tenais justement à remercier toutes ces personnes qui m'ont déjà fait, qui nous ont déjà fait énormément de retours, soit en comité de suivi, soit en comité scientifique, à tous les scientifiques qui ont passé énormément de temps avec nous pour nous guider. Et à tous les membres de l'OID qui nous ont fait des retours très régulièrement sur leurs besoins et sur les différentes fonctionnalités. Voilà, c'est tout pour moi. Vous pouvez retrouver la plateforme sur talon.fr et voilà. Merci beaucoup, Sakina. Merci pour cette présentation. C'est super intéressant. Moi, effectivement, comme Sakina vient de l'expliquer, l'outil Batadapt est en ligne depuis hier sur le centre de ressources de l'OID qui s'appelle Talon.